Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est le cas. Changement de programme. Il n'y a pas de vague. Comme ça, c'est réglé. Et du coup, j'ai sauté sur mes bouquins. Alors, un magnifique livre que j'ai découvert, un écrivain que j'ai découvert grâce à une abonnée avec laquelle je suis devenue amie. Et bon, pour ceux qui suivent, vous m'avez souvent entendu parler de mon attachée spirituelle. J'en ai plusieurs, mais elle, c'est la principale. Et elle m'a offert des livres à Noël, dont ce livre Bernard Werber et d'autres livres de Bernard Werber. Et j'ai décidé de lire tous les livres de Bernard Werber. J'ai vu que quand j'en parlais dans mes vidéos, nous étions pas mal de fans, hein, forcément. Hein. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je pense que j'en ferai plusieurs, à choisir un extrait, hein, forcément. C'est un livre qui est dense, qui est plein d'énergie, hyper positif, plein de renseignements, d'un niveau vibratoire, spirituel, intellectuel. Bref, je n'ai pas de mots. Alors, dès l'âge de 16 ans, Bernard Werber écrit des nouvelles, des scénarios, des pièces de théâtre. Après des études de criminologie et de journalisme, il devient journaliste scientifique. À 30 ans, il rencontre un énorme succès avec son premier roman, Les Fourmis. Bernard Werber propose un nouveau genre littéraire qu'il nomme philosophie-fiction, mêlant science-fiction, philosophie et spiritualité, à travers différents regards exotiques, extérieurs, celui des animaux, mais aussi des arbres, des divinités antiques ou de potentiels extraterrestres. Il tente de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Alors, la quatrième de couverture, donc ce sera la vidéo 1, parce que je pense que je ferai d'autres instants de lecture. Je remercie les personnes qui sont abonnées à la chaîne pour la lecture. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la patience de lire, d'ouvrir un livre, mais qui aiment écouter les instants de lecture. Je vous remercie. Donc, je vais lire tout de suite la quatrième de couverture. Et puis, dans les autres vidéos, je la lirai à la fin, ainsi que la présentation, pour ne pas lasser les personnes qui auront écouté cette vidéo 1 ou regardé, parce que je vous ai quand même trouvé un paysage. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de vague. Bon, j'en ai fait pendant 3 jours, hein, du bodyboard. Mon corps est fatigué et je me dis, voilà une belle synchronicité. On me met au repos. Retour à mes bouquins. Allez, c'est parti. L'homme a tout exploré. Le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain. Seul le continent des morts lui est inconnu. Voilà la prochaine frontière. Michael Pinson et son ami Raoul Razorback, 2 jeunes chercheurs sans complexe, veulent relever ce défi. Et, utilisant les techniques de la médecine comme celles de l'astronautique, ils partent à la découverte du paradis. Leur dénomination, les Thanatonautes, du grec Thanatos, qui veut dire divinité de la mort, et Nautes, navigateur. Leur guide, le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien, mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions. Peu à peu, les Thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu. En Dante moderne, Bernard Werber nous emmène dans un voyage époustouflant. Dante, c'est D-A-N-T-E, hein, c'est le nom de Dante.
Alors, on va commencer ce chapitre qui s'intitule « Le grand envol ». Alors, je ferai des petites parenthèses. Je ne vais pas vous dévoiler le roman, je vous invite à le lire. D'abord, ça ne se fait pas. Je n'aime pas spoiler et je n'aime pas voler le travail d'un écrivain, d'une personne quelconque. Et donc, je vous expliquerai peut-être... si je juge que le passage ne vous permet pas de vibrer vraiment dans l'histoire. On est quand même à la 311e page. C'est écrit petit. C'est un livre écrit petit. Et il y a 500 et quelques pages. Je l'ai lu d'un trait et je suis en train de lire son petit frère, L'Empire des Anges. Je lis plusieurs livres en même temps. J'ai cette capacité et cette possibilité, ce qui a toujours été une interrogation parfois pour les maîtresses d'école ou les enseignants, mais c'est comme ça. Bon, on peut lire plusieurs livres en même temps. Je ne dois pas être la seule d'ailleurs. Le grand envol. Donc vous avez compris que les personnages principaux, c'est quand même Michael et Raoul, son meilleur ami. Le grand envol. C'était possible. J'étais convaincue que c'était possible. Donc là, c'est Michael qui parle dans le livre. C'est le personnage... c'est pas vraiment le personnage principal, mais c'est lui qui parle dans le livre. C'est parti, je recommence. Le grand envol. Sinon, vous allez vous perdre, il y a quand même pas mal de personnages. C'était possible. J'étais convaincue que c'était possible. La grande faucheuse ne cueillerait pas ma Rose. Je courus à l'hôpital. Donc sa Rose, c'est sa femme. Et sa femme est dans le coma à l'instant du livre. Elle est condamnée. Les médecins ont prévenu Michael qu'ils allaient la débrancher, qu'il fallait la débrancher et qu'il n'y avait plus aucun espoir et plus rien à faire. Je ne vous dévoile pas beaucoup de l'histoire, mais voilà. Ne cueillerait pas ma Rose, c'est sa femme. Je courus à l'hôpital. Le responsable du service de réanimation ne comprit pas vraiment pourquoi je tenais tant à fixer la mort de ma femme à 17 heures précises, mais il m'assura que j'avais fait le bon choix. Mieux valait avoir recours à l'euthanasie que de maintenir en vie un humain à l'état de légume. Il accéda donc volontiers à ma demande. Des familles endolories lui en avaient déjà présenté des plus étranges. Il me promit de commencer à consulter sa montre dès 16h55 et 0 seconde. Je ne dormis pas de la nuit. Ce n'est pas en se répétant que demain on mourra volontairement qu'on obtient de beaux rêves. Tout éveillé, je cauchemardais plutôt, tentant d'imaginer quelle bulle souvenir m'assaillerait pour me tailler en pièces et quel vice caché me dévoilerait le pays rouge. Je me forçais à avaler un petit déjeuner, puis un repas consistant, avant de passer l'après-midi à réviser avec Freddy la figure que nous utiliserions pour sauver Rose. Alors, là, il parle de thanatonautiques, donc je fais un petit aparté. Et donc, pourquoi il a demandé à ce médecin de fixer cette heure-là? C'est parce qu'il est décidé à aller sauver Rose et à le ramener dans le monde, à la ramener dans son corps physique pour la ramener à la vie et la ramener dans l'incarnation présente. Puisque, en fait, ils font des voyages astraux, on peut appeler ça comme ça, et lui ne l'a jamais fait pour l'instant, Michael, et il voyage aux frontières de la mort. Pour vous faire simple, je me forçais à avaler un petit déjeuner, puis un repas consistant avant de passer l'après-midi à réviser avec Freddy la figure que nous utiliserions pour sauver Rose.
Pas de pyramide cette fois, mais une structure plate, une sorte de filet dans lequel nous espérions recueillir ma femme. Je serai au centre, tenant 2 rabbins strasbourgeois par les mains, 2 moines taoïstes de Shaolin revenus là pour d'obscures raisons politiques. Par les jambes, je ne saurais jamais ce que Freddy leur avait promis pour qu'ils consentent à se joindre à nous, mais dans la grande salle d'envol, je découvris 18 autres rabbins, 13 moines bouddhistes tibétains et bien sûr Stéphania. N'ayant, pour ma part, pas grande confiance en mes capacités de méditation, je vérifiais soigneusement mes boosters chimiques. Nous avions tous enfilé notre tenue blanche de thanatonautes, chacun fixant l'écran où se dessinaient nos battements cardiaques et notre activité électroencéphalique. Mes compagnons fermaient déjà les yeux, prêts à serrer la poire de décollage quand la sonnerie retentirait. 16h56 indiquait la pendule. 16h57. J'allais mourir pour la seconde fois, mais ce serait mon premier décollage volontaire. Après tout ce temps passé à envoyer des gens au continent des morts, était venu le jour d'y aller moi-même. J'étais persuadée d'échouer et de décéder pour de bon, mais je n'avais pas le choix. Le souci de sauver Rose passait avant toute autre considération. 16h57 et 10 secondes. Mes mains sont moites sur le pressoir. 16h57 et 43 secondes. De part et d'autre de moi, Freddy et Stéphania sont particulièrement sereins. Nous avons plusieurs fois répété en piscine nos positions respectives pour former la chorégraphie idéale qui me permettra d'aller très loin si besoin est. Avec les figures qu'il a élaborées, Freddy pense que nous pourrons atteindre le 5e mur comatique. Pour ma part, je compte bien intercepter Rose avant Mach 5. Je n'ai aucune expérience des vols intersidéraux. 16h58 et 3 secondes. La salle d'envol est plongée dans une pénombre propre à nous apaiser. Des chants grégoriens montent doucement. Je comprends maintenant quel effet calmant ces musiques peuvent avoir pour des thanatonautes en partance. 16h58 et 34 secondes. Soudain, la porte s'ouvre. Une silhouette apparaît en ombre chinoise. Je la reconnais. Raoul. Compte-t-il filmer mon baptême de la mort ? Non, il me lance un clin d'œil, puis sans hésiter enfile une tenue blanche et se dirige vers une sphère d'envol. Il se place comme nous en position du lotus et prend dans sa main une manette de booster. 16h58 et 56 secondes. La porte s'ouvre de nouveau. Une silhouette gracile, aux cheveux blonds, un instant inondée de lumière, du dehors, se dirige à son tour vers un trône. Comme Raoul, comme moi, Amandine n'a encore jamais décollé. Elle va le faire maintenant pour Rose, pour moi. Elle s'empare d'un de nos uniformes. C'est la première fois, en dehors de son mariage, que je la vois en blanc. Elle installe les différents appareils et se plante dans le bras l'aiguille qui lui injectera le liquide mortel. 16h59 et 20 secondes. Je souris. J'ai vraiment les meilleurs amis du monde. Si c'est dans les coups durs qu'on les reconnaît, eh bien là, je les reconnais. Leur présence me donne de la force. Quelle chance j'ai de les avoir connus. J'ai vraiment les meilleurs amis du monde. 17h, 0 minutes et 2 secondes. Premiers arpèges d'une toccata de Bach. C'est comme une sonnerie censée ouvrir les portes des cieux. Sésame, toccata, faites que là-haut, nous ne nous heurtions pas à un mur infranchissable. 17h, 00 minutes et 25 secondes. Prêt ?
demande la voix de Freddy à la ronde. 28 voix répondent en même temps. Prêt! Combien de fois ai-je entendu ce mot sans être concerné? Le rabbin décompte. 6, 5, 4, 3, 2. Ne pas se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Serrer les dents, serrer les fesses. 2, 1, décollage! De mes mains moites, je presse la poire des boosters. Je sens les liquides glacés se déverser dans mes veines. Et je meurs. Philosophie orientale. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient devant le roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger ne se réjouit-il pas sous son tremblement de ce qu'il portera, l'insigne du roi? Pourtant n'est-il pas conscient du tremblement? Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et fondre dans le soleil? Et qu'est-ce que cesser de respirer sinon libérer le souffle de ces marées inquiètes pour qu'il puisse s'élever et rechercher Dieu sans entrave? C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. Khalil Gibran, le prophète. Là-haut, Stéphania a raison. Tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est impossible à décrire avec des mots. Pourtant, je vais tenter de faire partager ces émotions telles que je les ai ressenties. Soyez conscients cependant, si vous n'êtes jamais mort précédemment, que mes paroles ne feront qu'effleurer la vérité. Certaines sensations sont indicibles. Et ces sensations, je les ai toutes ressenties ce jour-là. Ce jour où je suis partie pour essayer de sauver ma femme avant qu'elle ne soit happée par ce continent ultime que j'avais tant et tant de fois étudié. Une fois pressé le bouton de décollage, ma première impression est qu'il ne se passe rien. Mais alors, strictement rien. J'ai même envie de me lever pour annoncer à la ronde que l'expérience a raté et qu'il faut tenter autre chose. J'hésite, de crainte de me ridiculiser. Et je décide de patienter 5 minutes, au cas où un événement se produirait enfin. Bah, moi, je suis novice, mais les autres savent, s'ils ne bougent pas, c'est que tout est normal. Je bâille, sans doute l'effet des anesthésiants qui me donnent l'impression d'être un peu saoule. La tête me tourne. Je m'attache à garder mon dos bien droit, comme le conseille sempiternellement Stéphania. Ma dernière pensée consciente est pour Rose, et je me répète que je dois la sauver. Maintenant, je sais que je vais mourir. Un souvenir me revient. J'étais encore tout petit, et c'était la première fois que je montais sur un grand 8. Au départ, le chariot gravit lentement la pente. Une fois qu'on se trouve au sommet, on se dit qu'on ferait mieux d'être ailleurs et qu'il faut descendre avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, cependant, le chariot se précipite en avant. Des filles hurlent de terreur ou de joie et on ferme les yeux en priant pour que cette torture cesse au plus vite. Mais elle ne cesse pas. On est emporté à droite, puis immédiatement ramené à gauche. Looping, la tête en bas. On est à 2 doigts de tomber dans le vide et on se dit que le pire, c'est qu'on a payé pour souffrir tant d'effroi. Bon, donc, je m'endors doucement. Je me sens léger, très léger. J'ai l'impression que si je le voulais, je pourrais flotter comme une plume. Et je constate qu'en effet, je flotte comme une plume. Du moins, bon, une partie de mon corps s'y efforce, comme si l'autre, instinctivement, refusait de quitter la vie. J'ai beau aimer Rose de tout mon cœur, la mort m'effraie terriblement.
Je n'ai pas envie de quitter comme ça mon appartement, mon quartier, mon bistrot, mes amis. Encore que mes amis, et surtout mon principal ami, soient tous là, m'accompagnant dans cette terrible épreuve. Tout ce que je ressens, Raoul le ressent. Toutes mes craintes, il doit les partager. Soudain, quelque chose de bizarre se produit. Une bosse jaillit du dessus de mon crâne, tendant mon cuir chevelu à l'extrême. Comment empêcher cette monstruosité? Mon cœur bat si lentement que je ne peux plus bouger. J'assiste, impuissant, à l'accouchement par le sommet de mon crâne d'un autre moi, inconnu jusqu'ici. Ma conscience balance. Restera-t-elle en bas avec le moi assis en tailleur ou partira-t-elle avec le moi s'extirpant de ma tête? Je pousse, tirant vers l'extérieur. Vertige, flou, disparition de la notion du temps, le moindre de mes mouvements prend un siècle. Dans la réalité, il ne s'agit sûrement que d'une fraction de seconde. Griserie. Une corne sort de mon crâne. Plus précisément, une corne se terminant par une tête. Ma tête. Mon autre tête. Je suis comme scindée en deux. Double et en même temps comme totalement effacée. Je meurs. Alors que la corne ne cesse de grandir, belle, blanche, transparente. À présent, elle dispose de 2 bras qui pèsent sur mes fontanelles pour mieux se libérer de mon crâne. À son sommet, une bouche s'ouvre en un gémissement silencieux. Ma seconde tête pleure en se délivrant de mon corps, comme pour une naissance. Mon corps physique accouche de mon âme. Éblouissement, picotement, douleur et plaisir. Tour à tour, je vois le monde avec mes yeux de toujours et avec les prunelles de mon âme. Mon âme observe plus particulièrement ce qui se passe dans mon dos. Je constate effaré que nous sommes 2 dans mon enveloppe charnelle. L'autre continue de sortir. Ce n'est plus une corne, mais un vague ballon étiré. Je le vois et il me voit. Incroyable, les effets d'une décorporation. Mon moi hésite entre se tapir dans ma chair ou s'en aller vers ce ballon auquel poussent à présent des jambes. Rentre, intime mon corps à mon âme. Pars, m'exhortai-je. Je repense à Rose, à tous mes amis autour de moi risquant leur vie pour me venir en aide. Et dans un effort de volonté, j'ancre ma conscience dans l'être transparent jaillissant du haut de mon crâne. Je suis un autre dans mon nouveau corps transparent. Flash! Un ectoplasme. Je suis devenu un ectoplasme. La baudruche issue de mon crâne reproduit très fidèlement la forme de ma tête, se prolonge par mon cou transparent, mes épaules transparentes, mon torse transparent, mes bras transparents, mon bassin transparent, mes jambes et mes pieds transparents. Je suis comme démoulé. Tel un long intestin fripé et entortillé, une corde transparente pend de mon nombril, me reliant à un type loin en bas, assis dans un fauteuil, en position de lotus. Et le plus drôle, c'est que ce type en bas, eh bien, c'est moi. Je suis devenue une âme. Et j'en vois surgir d'autres alentours, giclant de crâne et de front. Nous sommes 40 à flotter juste sous le plafond du thanatodrome. Et maintenant, j'ai très envie d'aller plus haut. Freddy, très à l'aise dans son rôle de vieux routier de l'espace, nous fait signe de monter.
Suivez l'aveugle. D'accord, mais le plafond. Il a déjà traversé le plafond, suivi des religieux. Raoul et Amandine à leur trousse. Je suis maintenant seule à contempler 40 corps raidis comme autant de statues molles. Mais comment imiter les autres? Je ne suis pas un passe-muraille, mais j'ai peur de m'attarder ainsi loin de tous. M'armant de tout mon courage, je ferme mes yeux transparents et hop, passe au travers des plafonds, des planchers, gravis étage après étage. Et déjà, c'est la terrasse du toit. Les autres sont là à m'attendre. Ensemble, nous nous élevons. Paris d'en haut, mais oh, c'est formidable! Je contemple la cathédrale, Notre-Dame, quand un avion supersonique fonce sur nous. Trop tard pour l'éviter, mais quelle importance! Il transperce sans dommage nos corps éthérés. Au passage, j'examine les manettes du cockpit et les entrailles d'un pilote. Fantastique! J'ai scanné un jet. Freddy m'arrache à mon émerveillement. Il faut nous dépêcher si nous ne voulons pas manquer Rose. De fait, nous arrivons trop tard à la verticale de l'hôpital Saint-Louis. Rose est déjà passée et se trouve désormais entre nous et le continent ultime. Alors, je fais une toute petite pause. Le continent ultime, c'est l'espace où on ne revient pratiquement pas de la mort, hein. Mais tout ça, c'est exploré dans les pages précédentes du livre. Je continue la lecture. C'est ma faute si nous l'avons manqué. Avec mes hésitations devant le plafond, j'ai ralenti toute l'équipe. Toujours au commandement, Freddy nous ordonne de foncer à toute la puissance de notre pensée. Nous filons bien, à 3 fois la vitesse de la lumière, doublant rayon de soleil sur rayon de soleil. Bzzz, on passe Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune et bzzz, c'est le vide intersidéral. Heureusement, les ectoplasmes ne sont sensibles ni au manque d'oxygène ni aux lois de la gravité, ne ressentent ni faim ni soif. Nous savons qu'il règne ici une température glaciale. Mais cela ne nous fait ni chaud ni froid. L'ectoplasme, c'est le mode de transport du futur. L'âme ne connaît aucun obstacle, bat tous les records de vitesse et ne risque, sauf rare exception, comme nos anciennes guerres de religion, pratiquement pas d'accident. Je m'amuse de croiser le petit vaisseau spatial, piraté par des cosmonautes russes, partis à la découverte du trou noir centre de notre galaxie, après que Rose en eut révélé l'existence. L'équipage ignore évidemment mes signes de connivence. Alors, je fais une petite aparté. Rose, en fait... j'ai oublié le mot. Bon, ça va revenir. Elle étudie les astres. C'est pas astrologue, hein. Bon, bref, c'est pas grave. On continue la lecture. Devant moi, les rabbins m'exhortent à me dépêcher. Ça fait partie de l'équipe des thanatonautes. D'accord, mais comment faire pour accélérer? Facile, il suffit d'y penser. Tout est si nouveau, si étrange, si inconnu de mes étroits îlots d'imagination. Stéphania me sourit. Elle est peut-être transparente, mais comme les autres, je la reconnais parfaitement. Nous filons côte à côte, entre étoiles et planètes. Sur ma droite, il y a aussi Raoul, Amandine et Freddy. Toute notre escadrille d'ectoplasmes thanatonautes vole, plane, fuse vers le continent ultime. Bientôt, j'aperçois Rose. Elle est là-bas, très loin devant. Et oui, elle se dirige tout droit vers la mort. La mort matérialisée par un grand halo multicolore. L'entrée du trou noir. En fait, pour un trou noir, l'endroit est plutôt lumineux. Tout autour de la corolle, planètes et étoiles aspirées se percutent en un féerique feu d'artifice en forme de galaxie tourbillonnante. Les étoiles, non encore gobées, sous l'effet de la vitesse qui les entraîne au fond du trou noir, deviennent roses, puis blanches, puis rouges, violettes, éclatent en rosaces, en fleurs, en gouttes de rosée brillantes.
La lumière pourtant si rapide est ici déviée. Les rayons se courbent, s'arrondissent, dansent avant d'être détournés par l'aimant absolu. Spectacle magique, mais à dépasser rapidement. Autour de nous, les défunts du jour se précipitent vers l'attirante lumière, arrachant en toute hâte leurs cordons ombilicaux. Celui de Rose claque avec les autres. Un instant, je me dis que tout est fichu. Mais non, Freddy pense qu'il est possible de le récupérer. Il nous fait signe cependant de bien veiller à préserver nos propres cordons. Notre escadre se regroupe pour mieux les tresser, conformément aux indications de Freddy. Cela me rassure un peu. C'est comme se livrer à une difficile escalade, mais nantie d'une bonne corde de rappel. Notre groupe glisse de concert dans la bouche béante du trou noir. Son diamètre est immense, plusieurs millions de kilomètres, probablement. Puis nous nous rapprochons. Plus le halo de lumière grandit, révélant d'autres cercles à l'intérieur. Félix avait raison. Ce n'est pas une couronne, mais un entonnoir. On distingue des parois s'enfonçant vers un couloir qui n'en finit pas de s'étirer. Je tends mes bras transparents en direction de Rose, au loin. Nous parvenons à une plage. Autour et devant, il y a comme une mer de néon bleu, à peine illuminée par un coucher de soleil scintillant. À plus de 1000 à l'heure, j'en frôle les vagues. Au passage, elles me transmettent une douce électricité, réconfortante et fortifiante. Je suis bien ici. J'y suis même mieux que n'importe où ailleurs auparavant. J'ai alors une pensée effrayante. Rose a raison de foncer. Nous avons peut-être tort de vouloir retourner au monde. Je me secoue. Ma femme sort de mon champ de vision. Nous précipitons notre allure grâce à notre pensée. Il suffit qu'un seul de nous pense et tout le monde sait ce qu'il a dans l'esprit. J'accélère encore. Ce pays gigantesque, je l'aurais pourtant volontiers parcouru à loisir pendant des jours et des mois. Jamais je n'avais connu de si folles sensations. Voiture de course, moto, plongeoir le plus élevé. Rien n'égale cette vitesse de victoire et de vitesse. Cette ivresse de victoire et de vitesse. Je coule, je fonce, je glisse, je me répands vers la source d'illumination centrale. Une force splendide envahit mon corps transparent. Je scintille comme la mer qui nous entoure. De fulgurantes lumières clignotent sur mes ongles translucides. Les défunts du jour sont nombreux à l'entrée du vortex. Je découvre difficilement Rose. Dans la foule, nous pénétrons à sa suite dans la corolle de fleurs stellaires. Elle est telle que je l'ai vue dessiner tant de fois sous la dictée des précédentes anatonautes. Tout tourne, tout nous aspire. Freddy se précipite dans l'espoir de saisir Rose avant qu'elle ne franchisse le premier mur chromatique, mais elle va trop vite. Si ses disciples n'avaient pas retenu le cordon du rabbin, il se serait brisé. Rose disparaît. Comprenant que j'ai la frousse, Raoul me saisit par la main pour qu'avec notre bande je passe Mach 1. Gloops! Un monstre gigantesque surgit aussitôt. La femme en robe de satin blanc, au masque de squelette, flotte dans l'espace noir comme un dirigeable dans un film d'horreur. Ses rires stridents m'assourdissent. Je suis comme un moucheron devant cet être 10, puis 100, puis 1000 fois plus grand que moi. La femme en satin blanc a un corps superbe. Elle soulève sa robe, dévoilant de longues jambes d'un galbe parfait qu'elle étire voluptueusement. Sa poitrine menue se gonfle et son décolleté laisse deviner la naissance de ses seins. Elle rit toujours, m'invitant à me perdre dans les replis de sa robe de satin blanc. Le masque de squelette me fixe, guettant mes réactions, tandis qu'elle rapetisse comme pour mieux se mettre à ma portée.
Maintenant qu'elle est de taille plus raisonnable, j'en profite pour tenter de le lui arracher. Mes mains s'élancent vers les bords du masque. Tranchant, ils font gicler de mes doigts un sang transparent et poisseux. Malgré mon dégoût, je ne relâche pas mon étreinte. Je tire de toutes mes forces. Derrière ce masque, il y a quelque chose d'essentiel qu'il me faut découvrir à tout prix. Qui se cache derrière le masque de squelette de cette femme qui m'attire tant ? Amandine, Rose, ma mère, Raoul, ma mort, cette mort que j'étudie pour compenser je ne sais quel manque. Un bras se lève lentement, très lentement. Il enlève le masque. Le masque est presque retiré et je vois. Incroyable ce qu'il y a derrière ce masque. Si inattendu et pourtant si simple. Philosophie bouddhiste. Voici, ô moine, la vérité sainte sur la suppression de la douleur. L'extinction de cette soif s'opère par l'anéantissement complet du désir. En bannissant le désir, en y renonçant, en s'en délivrant, en ne lui laissant pas de place. Voici, ô moine, la vérité sainte sur le chemin qui mène à la suppression de la douleur. C'est ce chemin sacré à 8 branches qui s'appelle foi pure, volonté pure, langage pur, action pure, moyen d'existence pure, application pure, mémoire pure, méditation pure. Signé Bouddha, discours de Bénarès. Extrait de la thèse « La mort c'est inconnu » par Francis Razorback. La mort en face. Je recule et deviens tout petit. Mon ectoplasme se fige d'étonnement. Le sang cesse de gicler de mes doigts. Derrière le masque de squelette, il n'y a qu'un squelette. Une autre tête de mort. La femme enceinte blanc se l'arrache pour en découvrir une autre, puis une autre, et encore, et encore. Elle en rejette ainsi plus d'une centaine, comme autant de représentations identiques de la mort. La mort, ce n'est que ça. La mort est la mort, est la mort. Est la mort, est la mort, et rien d'autre. L'être ou la chose devient titanesque. Ses jambes se transforment en tentacules qui m'emprisonnent. Je me débats de mon mieux, comme je comprends à présent la terreur de Bresson. « Tu vas regretter d'être montré ici, hein » s'exclame le squelette avec de nouveaux rires. Et comme il redevient femme masquée, je vois des doigts roses pourrir, de la chair moisir, se putréfier. 2 index ne réussissent qu'à traverser mon visage ectoplasmique en cherchant à me crever les yeux. Soudain, je n'ai plus devant moi qu'une araignée recouverte de satin blanc. Télépathiquement, j'essaye des formules magiques pour m'en débarrasser. « Valérédros, Satanas !» Vainement me vient à l'esprit la litanie de la peur de Dune. Je la prononce. Je ne connaîtrai pas la peur. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Je ferme les yeux et répète mentalement chaque phrase. Le rire cesse et la femme en blanc explose en bulles de lumière. Une seule demeure, c'est la lumière centrale qui nous indique le chemin. Au travers de cette clarté, j'aperçois en ombre chinoise les silhouettes de mes amis. Je les rejoins. Tous ont combattu leur monstre personnel. Freddy le confirme. Nous avons passé Mach 1 et Rose est toujours loin devant. Après le premier mur chromatique, la couleur change. Le bleu vire au violet, puis au marron. La couleur change.
Il y a des reflets noirs. Ce sont les teintes de l'enfer. Nous ralentissons notre course, tandis que, comme les grêlons d'une insolite tempête, les bulles souvenirs fondent sur nous. Le couloir se tord, se transforme en ressort. Je voyage toujours vers la lumière de la mort en essayant de ne pas prêter attention à leur morsure. Quelle impression de force! Il n'y a pas 20 minutes que mon âme est sortie de ma chair et je suis déjà à des centaines d'années-lumière. Aucune sensation de perte, encore moins d'appauvrissement. Je viens simplement de quitter une armure rouillée. Je croyais que cette armure me protégeait. En fait, elle me compressait l'âme, le souffle, l'intelligence. Avec cette armure, j'ai encaissé des coups, persuadé que mes blessures n'y inscriraient que de simples rayures. Vaste méprise. Tout a touché mes sensibles racines. Tous les coups de mon existence, je les revis un par un. Paradoxalement, ceux que j'ai reçus ont laissé moins de traces que ceux que j'ai donnés. Mon âme est comme un arbre où seraient gravés au canif des mots et des souvenirs. Tout se passe très vite. Je revois ma naissance, ma mère me nourrissant de force, mon père me donnant des vertiges et seul à s'amuser en me forçant à jouer à l'avion, mes premières irruptions de boutons et la honte qu'ils me causèrent, mon accident de voiture, l'hécatombe des prisonniers de Fleury-Mérogis, Félix acculé au suicide, la foule du palais des congrès me conspuant, les lettres d'insultes, les lettres de menaces et ma perpétuelle culpabilité. Assassin, meurtrier, me lance au visage des hommes dont j'ai oublié jusqu'au nom. Assassin, 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 me répète une voix intérieure. Tu as tué 123 innocents. Désolé, Michael, mais vous n'êtes pas du tout mon type d'homme. Les mauvais souvenirs se mêlent à des cauchemars anciens. À tout prendre, je préfère encore la rencontre avec la femme en robe de satin blanc. Tant pis, je fais face à mon passé avec le maximum d'honnêteté. Rose est-elle aussi freinée par la grêle des bulles souvenirs? Je tiens peut-être là l'occasion de la rattraper. Je m'approche avec beaucoup de difficulté, luttant contre la tempête de ma propre vie. Je progresse pourtant, ça y est, je l'ai presque rejointe, télépathiquement, puisqu'ainsi s'expriment les ectoplasmes. Je lui lance « Nous sommes venus te chercher pour t'aider à redescendre !» Elle ne me prête aucune attention. Elle a retrouvé son premier amour, cet astronome américain. Quand il l'a laissé tomber, elle a cherché à le reprendre en poursuivant les mêmes études que lui. Voilà, astronome. Rose ne m'en avait jamais parlé. Maintenant, je comprends mieux nombre de ses sentiments. Elle discute avec les souvenirs de son amant. Il lui dit qu'il s'ennuyait d'elle. Il lui dit que dans un couple, le plus important est de ne jamais s'ennuyer. Elle était douce et gentille, certes, mais elle ne lui apportait rien de spécial. C'est pour cela qu'il l'a quittée. En larmes, Rose s'enfuit. Je n'ai pas eu le temps de lui jurer que non, on ne s'ennuie pas avec elle, que déjà elle a traversé le 2e mur chromatique. Je ne puis courir après elle. Freddy me retient par mon cordon argenté. Il me rappelle que le but de cette expédition consiste à tous rentrer vivants sur Terre et que si je me précipite trop, je briserai mon cordon et ne pourrai plus ni secourir Rose, ni faire demi-tour. Freddy, Stéphania, Raoul et Amandine, me tenant les mains, nous passons ensemble Mach 2. Stéphania nous a certes souvent vanté les plaisirs du pays rouge, mais je n'avais jamais vraiment imaginé tant de fantasmes et de perversions concrétisées. Une autre Amandine, l'Amandine que j'ai si longtemps désirée, se présente en guêpière et barésie et tente de m'enlacer. Je cherche comme échappatoire la véritable Amandine, mais celle-ci s'abandonne dans les bras d'un bel et faible noir aux muscles saillants. De jeunes garçons caressent Raoul, dont je n'avais jamais pensé qu'il puisse refouler des tendances homosexuelles. Habituée des lieux, Stéphania en profite pour se mêler à un instant à une bande de jeunes filles qui connaissent les plus intimes ressorts d'un corps de femme. Sur la banquette arrière d'une Rolls-Royce, Rose se livre à un prince de conte de fées. J'ai envie de la tirer de là, mais l'Amandine de mes fantasmes, dont la longue crinière blonde contraste avec ses vêtements de cuir noir, m'attrape le visage et le plonge entre ses seins tièdes, tout en riant comme une diablesse.
De son côté, Freddy est entouré d'un harem de femmes arabes, toutes portant un diamant étincelant au nombril. Un par un, comme effeuillant une marguerite, ils leur ôtent leur voile de soie. Où sommes-nous allés nous fourrer? Mon Amandine de rêve me caresse le cou de l'extrémité de Cécile qu'elle fait battre très vite. Un papillon nerveux me chatouille de ses longues ailes de soie. J'avais donc ce fantasme-là? C'est délicieux. Amandine me sourit avec un regard des plus coquins. Puis avec sa bouche, elle me... Bon, passons. Fiche de police. Note au service concerné. Un groupe de thanatonautes expérimentés a décollé ce matin. Il est encore embourbé dans le 2e territoire. Devons-nous intervenir? Réponse des services concernés. Non, pas encore. Philosophie bouddhiste. Si malgré nos vertus nous avons une vie malheureuse, cela est dû à notre mauvais karma passé. Si en dépit de notre méchanceté nous avons une vie heureuse, cela est également dû à notre karma passé. Nos actions présentes auront à leur tour toutes leurs conséquences à la première occasion possible. Signé Narada Thera, Doctrine de la Renaissance. Dans les nuages. Elle me mordit les oreilles. Ça reste entre nous, hein, mais bon, j'aime bien. J'adore ça même. Surtout sur l'angle supérieur, et puis le lobe, et la nuque aussi, pas le cou. En revanche, j'aime bien sur la pointe des épaules, elle le sait. Elle sait toute ma sensualité, elle en profite, elle en abuse. Puis mon Amandine de rêve, devenant encore plus audacieuse, mais m'arrachant aux ouris, Freddy bat le rappel. Et nous intime de surmonter nos pulsions sexuelles. Nous nous serrons les uns contre les autres en nous tenant mutuellement nos cordons ombilicaux. Près de moi, un moine taoïste n'en mène pas large. Il sait que nous nous avançons vers des territoires splendides mais dangereux. Plusieurs fois, nous tentons de rattraper Rose. En vain. Elle a déjà traversé Mach 3 et rejoint la foule des morts en attente. Comme elle, nous pénétrons dans le pays orange. La file des trépassés s'étend à perte de vue. Certains s'étonnent de nous voir toujours nantis de nos cordons. Qu'est-ce que c'est que ces étranges touristes venus du monde de la vie pour visiter le continent des morts? La plupart, cependant, se désintéressent de nous. Je cherche Rose dans la cohue. Il y a là des bataillons entiers de soldats massacrés dans des guerres exotiques. Des victimes d'épidémies foudroyantes, des accidentés de la route en pagaille, des morts, des morts, des morts et encore des morts, de toute race et de tout pays. Des lépreux, des condamnés à mort électrocutés, des grilleurs de feu rouge, des torturés politiques, des fakirs imprudents, des constipés chroniques, des explorateurs emprisonnés par des flèches au curare, des nageurs sous-marins qui ont trop taquiné le requin, des fusillés marins, des éthyliques frénétiques, des paranoïaques qui ont fui leurs ennemis imaginaires par la fenêtre du 9e étage, des sauteurs à l'élastique, dont l'élastique l'était trop, des vulcanologues trop curieux, des myopes qui n'ont pas vu le camion s'approcher, des presbytes qui n'ont pas vu le ravin, des astigmates qui n'ont pas reconnu la mygale, des lycéens qui n'ont pas compris qu'une vipère ça ne ressemble pas à une couleuvre. Nous bousculons tout le monde. Rose, Rose, aimais-je, en langage télépathique. Plusieurs femmes nommées Rose se retournent, des roses pleines d'épines, d'épis ou de dépit. Comme ceux des autres, leur ectoplasme raconte leur histoire. Une victime d'un mari jaloux, une paysanne surprise dans une meule de foin par un père vindicatif, une vieillarde décédée sans avoir profité de ses richesses que dilapident déjà ses petits-enfants. Je progresse parmi d'autres défunts. Des morts, des morts, des morts et encore des morts, des drogués en overdose, des femmes trop battues, des glisseurs sur peau de banane, des enrhumés malchanceux, des fumeurs époumonés, des marathoniens gagnants, des pilotes de Formule 1 qui ont loupé le virage, des pilotes d'avion qui ont manqué la piste d'atterrissage, des touristes qui se figuraient que Harlem était beaucoup plus pittoresque le soir, des amateurs de vendetta familiale, des découvreurs de virus inédits, des buveurs d'eau du tiers-monde, des ramasseurs de balles perdues, des collectionneurs de mines de la Seconde Guerre mondiale, des racketteurs de blousons qui sont tombés sur des policiers en permission, des voleurs de voitures piégées. Il y a aussi des motards
qui étaient persuadés qu'il y avait assez de place pour doubler le camion en haut de la côte. Des camionneurs qui ont donné un grand coup de volant pour éviter une moto juste en haut de la côte. Des autostoppeurs qui ont vu tout à coup, juste en haut d'une côte, une moto les frôler et un camion leur foncer dedans. Des greffés du foie discutent avec des greffés du cœur. Des enfants critiquent leurs parents qui ne les ont pas encore retrouvés alors que, jouant à cache-cache, ils s'étaient simplement cachés dans le réfrigérateur. Aucune tension entre les défunts. Ici règne une paix universelle. Des Bosniaques côtoient avec aménité des Serbes. Des clans corses se réconcilient. Un naufragé de la mer s'entretient avec un naufragé de l'espace. Freddy nous rappelle que nous n'avons pas de temps à perdre en distraction. Nous nous rassemblons autour de lui, prêts pour la figure que nous avons répétée au laboratoire. Nous soutenons les uns aux autres, en veillant à préserver nos cordons ombilicaux. Nous nous constituons en pyramide. Au sommet, Freddy, Raoul et Amandine me tiennent sur leurs épaules. Je communique à Rose que nous sommes là pour la faire revenir à la maison. « À quoi bon ?» me répond-elle. Elle estime que son heure est venue. Il faut savoir en finir avec l'existence et elle est satisfaite de sa fin. Elle est morte après avoir réussi sa vie. Elle est partie alors qu'elle était heureuse et que ses projets aboutissaient. Que demander de plus ? Je lui rétorque qu'elle est morte avant d'avoir eu un enfant et que moi je souhaite un enfant d'elle. Elle riposte en me rappelant une phrase de Stéphania. Le problème, c'est que les gens se figurent indispensables sur cette terre et ne sont pas capables de tout abandonner, mais quel orgueil! Elle estime que le monde est suffisamment peuplé pour qu'elle n'ait pas à regretter de le laisser sans descendance. Enfin, pour ne plus entendre mes exhortations, elle prend ses jambes à son cou et joue des coudes pour dépasser la masse des trébassés en attente. Mon épouse et nous, à ses trousses, passons ainsi le 4e mur chromatique et gagnons le pays du savoir. Sans le demander, j'apprends pourquoi E égale MC2 et je trouve ça génial. Je comprends pourquoi l'humanité se déchire constamment dans des guerres. Je vois même où sont cachées les clés de ma voiture que je cherche depuis si longtemps. J'obtiens un tas de réponses à des questions que je ne me suis jamais posées. Comment, par exemple, on peut conserver des bulles dans une bouteille de champagne rien qu'en introduisant une cuillère en argent dans le goulot. Ça a toujours été pour moi un grand mystère. Je comprends qu'il faut accepter sans se plaindre le monde tel qu'il est et sans juger qui que ce soit. Je comprends que la seule ambition d'un humain ne peut être de que chercher sans cesse à s'améliorer. Mon intelligence se dilate à en faire exploser ma cervelle. J'ai conscience de tout, de la vie, des êtres, des choses. Qu'il est agréable de tout comprendre. Comme Adam a dû être heureux en croquant la pomme de la connaissance et Newton en la recevant sur la tête. Ah oui, la rencontre avec le savoir est peut-être l'épreuve la plus difficile entre toutes. J'avance dans le savoir, le grand savoir et le petit savoir, le savoir absolu et le savoir relatif. Soudain, je m'arrête, frappée par une révélation. Je n'ai jamais aimé. Certes, j'ai éprouvé de la compassion, de l'attendrissement. Je me suis réchauffée auprès de mes amis, des gens avec lesquels j'avais plaisir à être et à discuter. Mais les ai-je vraiment aimés? Suis-je seulement capable d'aimer? D'aimer quelqu'un d'extérieur à moi et qui ne soit pas moi? Je me dis que je ne suis sûrement pas le seul dans ce cas et qu'ils sont certainement nombreux, les humains qui n'ont jamais vraiment aimé. Mais ce n'est pas une raison. Je n'y vois ni excuse ni consolation. L'expérience de la mort m'aura au moins ouvert les yeux sur une idée qui m'avait toujours paru entachée de stupide sensiblerie. Il faut aimer pour être heureux. Aimer est le plus grand acte d'égoïsme, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir à soi-même. Et pour l'instant, je n'en ai jamais été capable. Et Rose alors? Après tout, j'ai cru l'aimer, puisque je suis mort pour elle. En fait, je ne l'aime pas assez. Rose, si je te tire de là, si nous nous tirons de là,
Je t'assommerai de mon amour, d'un amour immense et gratuit. La pauvrette, elle s'étonnera sûrement de ce qui lui arrive. Il n'est rien d'aussi effrayant qu'un grand amour subitement livré par quelqu'un qui s'est toujours efforcé de modérer ses sentiments. Ce sera effrayant et en même temps délicieux, comme il me tarde de lui annoncer que je suis capable de comprendre ce que c'est que d'aimer vraiment. J'accélère mon vol, et les autres aussi. Rose est au bout du tunnel. Après avoir, comme nous, fait le plein de connaissances, elle franchit le 5e mur chromatique et entre dans le pays de l'idéal beauté. Flop! Quel choc! Après avoir affronté la peur, les désirs, le temps, le savoir, voici le merveilleux pays vert. Ses fleurs, ses plantes, ses arbres splendides aux couleurs chatoyantes comme des ailes de papillons. Comment encore décrire l'indescriptible? J'aperçois un parfait visage féminin. Je plane au-dessus de son corps et il se transforme en fleurs aux pétales en vitraux de cathédrale. Dans des lacs transparents, des poissons aux longues nageoires de cristal nous sourient. Des gazelles grenadines sautillent par-dessus des aurores boréales. Ce ne sont pas des hallucinations. L'idéal beauté ramène à la surface de tous mes souvenirs de beauté et les entraîne à leur paroxysme. Mes compagnons, noirs fluo, volaient au-dessus de Raoul. Des dauphins argentés jouent autour de Stéphania. Freddy est cerné par de jeunes faons verts et blancs au dos couvert d'écume. Quelque part retentit le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. La beauté, c'est aussi la musique et les parfums. Je sens partout comme des odeurs légères et mentholées. Devant Rose, ralentit un peu, puis repart de plus belle vers l'attirante lumière. Ah ben voilà, j'avais une fourmi sur moi, excusez-moi. Ah, ça m'a coupé, pas grave. Centrale qui me captive moi aussi, tant ces ondes sont positives. Ma femme arrive ainsi au 6e mur. Mach 6, celui qu'aucun thanatonaute au monde n'est encore jamais parvenu à franchir. Comme elle se dépêche, elle qu'aucun cordon n'entrave plus dans sa course vers l'inconnu. Floup, elle est de l'autre côté. Elle est dans la terra incognita. Freddy nous indique qu'il nous faut maintenant modifier notre position. Il réclame une large base, se poursuivant par une pointe fine. Il nous annonce que seul, lui et moi, tenterons le passage. Lui parce qu'il est expérimenté entre tous, moi parce que je suis le seul capable de convaincre ma femme de revenir. Raoul m'encourage. Allez, tout droit, toujours tout droit vers l'inconnu. Philosophie soufie. Je viens de cette âme qui est à l'origine de toutes les âmes. Je suis de cette ville qui est à la ville de ceux qui sont sans ville. Le chemin de cette ville n'a pas de fin. Va, perds tout ce que tu as. C'est cela qui est le tout. Dans la mer de la fidélité, je me dissous comme le sel. Il ne me reste ni impiété, ni foi, ni certitude, ni doute. Dans mon cœur brille une étoile. Et dans cette étoile-là sont cachés les 7 cieux. Signé Rubaiyat, Jalal od-Din Rumi. Nous y voici. Freddy m'épate. Il s'avance sans complexe vers cette frontière que nul humain n'a encore jamais franchie. Le cordon démesurément étiré, il s'avance hardiment et moi je traîne les pieds. Je suis un peu lasse des surprises de la mort. Pourtant je sens que là derrière se dissimule le dernier mystère, le mystère final de la mort. Je connaîtrai enfin le secret du plus secret. Qui a donc causé davantage de victimes que la mort? Ici, derrière ce rideau, s'achèvent tous les thrillers et tous les romans d'amour. Ici, derrière ce rideau, la science-fiction rejoint le fantastique et toutes les mythologies du monde fusionnent avec la science exacte. J'hésite d'abord et puis je me précipite.
Le voilà enfin, l'ultime territoire du continent ultime. Je le vois. Un instant j'oublie Rose, mystère des mystères, secret des secrets, jamais révélé aux hommes, je te vois. Je te vois, je te sens, je t'entends. Ici est la fin. Ici est le cimetière des éléphants. Ici meurt la lumière. Toutes les lumières, les sons, tous les sons. Les âmes, toutes les âmes. Les idées, toutes les idées. Je suis au paradis. Des millions de musiques célestes éclatent dans ma tête. Des débris d'étoiles m'adressent de gentils adieux. Une étoile qui meurt et un homme qui meurt accomplissent le même chemin. Ils vont au paradis. Je marche dans la brume, foulant de mes pieds cotonneux un territoire précieux. Mes bras translucides s'élèvent comme pour un salut. Mes genoux se plient pour une génuflexion. J'embrasse ce sol flou. Par erreur ou par amour, je suis au paradis. Et que c'est beau, plus beau encore que toutes les visions d'idéale beauté du 6e territoire. Elles n'étaient que reproduction et imitation. La réelle beauté du paradis les surpasse toutes. Le paradis est mon seul pays, ma seule patrie, l'unique objet de mon chauvinisme. Je suis d'ici. Il me semble avoir déjà connu, toujours connu cet endroit, avoir toujours su que de là-bas je venais et que là je devais retourner. Sur terre là-bas, si bas, je n'étais que de passage, en vacances. Je suis un ectoplasme. Je n'ai jamais vraiment été Michael Pinson. Je ne suis qu'un pur ectoplasme. Jamais je n'ai été ce triste, ce stupide Michael Pinson. Il est si bête ce type, alors que mon vrai moi est si léger. La légèreté. Voilà la vertu cardinale. Mon ambition est de demeurer une vapeur pensante. J'ai été attachée à la terre et à mon corps. Erreur de jeunesse. Je vois Rose et je l'aime bien davantage que sur terre. Pourquoi redescendrions-nous vers nos peaux étriquées, nos corps douloureux et nos cervelles farcies de soucis effarants? Nous sommes bien tous les deux ici. Nous n'avons plus peur du temps. Nous n'avons plus peur de rien. Je me fiche des thanatonautes qui m'attendent à la porte du paradis. Ils sont bien bêtes de rester là. Moi, j'ai retrouvé mon pays et mon monde. Révélation des révélations. Je suis dans ma source. Je vois le vrai soleil. À côté, l'autre, celui des terriens me semble jaunâtre. Le blanc, le vrai blanc, le blanc pur n'existe qu'au paradis. Je suis au paradis, j'étais venu pour en préserver Rose, quelle dérision. La brume s'éparpille, sous moi apparaît la longue file des morts. Elle forme comme un fleuve qui, plus loin, semble se diviser. Je descends examiner le phénomène de plus près. Le fleuve des âmes se scinde en effet en 4 branches et au milieu des âmes humaines. Je discerne maintenant des âmes animales et même végétales. Sans doute le paradis possède-t-il une deuxième porte par où elles sont engouffrées. Il y a là des anémones marines et des algues, des ours et des roses. Les végétaux aussi ont une âme. Je le sais puisqu'à présent je comprends tout. Le syncrétisme absolu. Nous sommes tous solidaires et sur terre, tous ensemble, nous avons souffert. Il faut vivre en évitant toute violence. Ne pas faire violence aux autres, quelle que soit leur nature. Ne pas se faire violence non plus. Cette loi de l'existence me pénètre jusqu'au bout de mes orteils. Je n'étais donc que ça, un humain ignorant voué à monter un jour au paradis jauger son ignorance. Le fleuve, charriant âme humaine, animale et végétale, se divise en 4 branches. Quels ouvrages entassés dans le bureau de Raoul évoquaient-ils déjà un pays irrigué par 4 fleuves? Les hindous en parlaient, les juifs aussi. Des phrases du mémoire de Raoul me traversent l'esprit. Mythologie hébraïque. Le pays réside dans la 7e sphère céleste. 2 portes y donnent accès. On y est invité à danser et à se réjouir. On voit 4 fleuves, l'un de l'air, l'un de miel, l'un de vin, l'un d'encens. Le paradis est arrosé par 4 fleuves, disait aussi le Coran. D'un bout du monde à l'autre, les anciens savaient et s'étaient servis de métaphores pour décrire un même paysage. 4 fleuves, 4 subdivisions, 4 types d'âmes, et seulement le bien et le mal.
plutôt 4 tonalités, comme les graves, les médiums, les aigus et les suraigus. 4 façons d'être une âme. Suivant Rose, Freddy et moi remontons les 4 fleuves de défunts, et soudain j'aperçois les anges. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cet instant de lecture que je poursuivrai sans doute parce que je ne veux pas spoiler, parce que je ne veux pas voler le travail d'un auteur. C'est un extrait que j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors, le livre est ponctué, non, vous le saurez au début quand vous commencerez le livre. Il est ponctué, vous l'avez compris, de petits paragraphes de philosophie, de citations, les chapitres, les petits chapitres sont des petits chapitres, ils sont tous ponctués, vous voyez. Et puis il y a cette petite ponctuation de fiches de police, puisque cette expérience de thanatonautiques est cautionnée par l'État. Donc ce sont des Français, ça se passe en France, oui, un peu de chauvinisme ne fait pas de mal, et cautionné par un président qui a vécu lui-même une expérience, je ne veux pas spoiler, et du coup qui cautionne le thanatodrome, voilà, il trouve des subventions. Donc en fait, Michael, il a connaissance de tous ces mondes-là qu'il traverse, le MOC 1, MOC 2, MOC 3, voilà. Et puis là, on est arrivé au passage où il est aux frontières des frontières des frontières. Et c'est en lisant la suite du livre, vilaine Lisa, que vous en saurez un petit peu plus. C'est passionnant, on est parti dans l'histoire. Moi, j'ai pas lâché le livre, évidemment, je le relirai. Alors, tous les livres de Bernard Werber. J'avais fait un instant de lecture avec l'encyclopédie, qu'il a écrit une encyclopédie sous forme de livre. C'est un géant, ce mec. Voilà, c'est un géant. Alors, il a écrit d'autres livres, évidemment, de tête comme ça. Oh, je regarde si c'est notifié dans le livre. Non. Il a écrit Les fourmis, Manuel d'histoire, 1492, premier pas sur le continent américain, premier pas sur la Lune. Alors, attendez, je vais aller vous chercher l'Empire des Anges. Il y a une meilleure biographie parce que c'est pas le même éditeur. Donc me revoici, c'est pas très loin, ma bibliothèque. Je sais que vous êtes nombreux à avoir lu Bernard Werber, forcément. Voilà, le livre du voyage, le père de nos pères, l'ultime secret, le jour des fourmis. Alors les fourmis, vous voyez. Né en 1961 à Toulouse, Bernard Werber a publié sa première nouvelle dans un fanzine à l'âge de 14 ans. Après avoir été pendant 10 ans journaliste scientifique dans les plus grands news magazines français, il se consacre à l'écriture romanesque. Dès son premier livre, Les fourmis, ce jeune écrivain s'est imposé comme un maître original d'un nouveau style de littérature entre la saga d'aventure, le roman fantastique et le conte philosophique. Le jour des fourmis, publié 2 ans plus tard, traduit en 22 langues, a obtenu le Grand Prix des lectrices de Elle et le Grand Prix des lecteurs du livre de poche 1995. La révolution des fourmis est venue clore cette trilogie. Bernard Werber a même été mis au programme de certaines classes de français, philosophie et même mathématiques. Il est également l'auteur des Thanatonautes, du livre du voyage du père de nos pères, de l'ultime secret, de l'Empire des anges, et puis de nombreux articles que vous trouverez un petit peu partout. Alors, pour ceux qui ne sont pas riches ou ceux qui sont comme moi qui lisent beaucoup,
on peut tout à fait se faire offrir des livres, hein, évidemment, on m'offre des livres, j'en achète aussi, on peut les télécharger en format Kindle. Alors moi j'aime toujours le format papier, à cause des annotations, j'ai une liseuse, bon, j'ai beaucoup de livres dedans, mais pour les annotations, j'ai eu un bug une fois et bref, c'est devenu compliqué. Et vous voyez dans l'Empire des Anges, je vous ferai des instants de lecture, hein, j'ai noté que... Je vais vous faire une citation dans l'Empire des Anges que j'ai mis de côté, je suis tombée dessus hier, une magnifique synchronicité d'ailleurs. Vous voyez, après les Thanatonautes, donc là je viens de vous faire un instant de lecture avec les Thanatonautes, Bernard Werber nous donne une fois de plus à réfléchir sur notre statut d'être humain, en mélangeant sagesse ancienne, philosophie moderne et humour. En suivant l'initiation d'un ange, on découvre une perspective étonnante à notre état simple de mortel. Il parle des médiums, hein, d'ailleurs. Alors, quand on lit finalement du Bernard Werber, il a étudié la médiumnité, forcément, la spiritualité. C'est un très grand philosophe. Je pense qu'il n'est pas ici pour rien, hein. Dans les livres, on trouve quand même des enseignements encore, hein. Moi, ça m'a parlé immédiatement, ça m'a interpellée. À la fin, il fait ses remerciements, hein. Il y a beaucoup de citations de noms, de personnes, des musiques, hein. Il explique les musiques qu'il écoute pendant qu'il écrit ses livres, des découvertes qu'il fait, plongée avec des dauphins aux Açores, tournage à Paris et Ermenonville du film La Reine de Nacre en tant que réalisateur. C'était sa première expérience de création collective. Il a fait une longue marche dans la vallée des merveilles en Provence, observation de l'éclipse solaire à l'observatoire d'astronomie de Nice, passage au millénaire. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'aspect spirituel de cet écrivain que j'adore, hein. Je suis complètement fan et je me suis dit il a une énorme place à tenir sur la chaîne Au-delà du spirituel, puisque la chaîne porte ce nom qui a été donné par les lumineux. Ils n'ont pas de nom, hein. Ils n'ont pas de nom. Vous voyez bien que là, dans l'instant de lecture, quand il arrive au monde de la connaissance, on comprend que c'est un petit peu bébête de vouloir donner un nom, un prénom à un compagnon spirituel, à nos accompagnants spirituels, puisque on a eu de multiples expériences de vie. Après, on respecte les croyances des uns des autres. Vous avez vu que dans l'extrait de lecture que j'ai choisi de vous lire, il le dit clairement, hein, de ne pas juger. Quand il est dans le moc de mur de la connaissance, que tous ensemble on souffre, finalement l'humanitaire, nous avons souffert. Il faut vivre en évitant toute violence, ne pas faire violence aux autres, quelle que soit leur nature, et ne pas se faire non plus violence. En fait, ce qui se passe actuellement à travers l'expérience du coco, hein, à travers tout, ce ne sont que des expériences finalement, et on doit partager ces expériences pour en faire quelque chose de constructif. C'est un peu ce que j'ai retenu. Vous voyez la leçon là du livre, l'enseignement, parce que je n'aime pas le mot leçon. Mes accompagnants spirituels ont horreur du mot leçon. Ils n'aiment pas le mot mission de vie, tout de suite ça va se percher dans l'ego. Ils préfèrent enseignement. Voilà, ils préfèrent qu'on les appelle les accompagnants spirituels, hein. Ce sont des accompagnants spirituels, on peut dire les guides, mais en fait ils ne nous guident pas. Nous sommes notre propre guide, nous sommes co-créateurs. Vous voyez bien qu'à l'instant de lecture, là, Michael veut rester là-bas. Il veut rester finalement là où il est avec Rose. Ça va être compliqué pour lui de revenir, hein, dans cette matérialité, ce monde très lourd, alors que là il est clairement en voyage astral, enfin c'est plus qu'un voyage astral, hein, et il va très très loin dans son voyage. Et il parle aussi du cordon d'argent, hein, le cordon ombilical. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque je suis sujette à faire énormément de voyages astral, de décorporation non voulue. Je choisis pas.
Je choisis pas les voyages astro. Vous avez la vidéo, les vidéos que j'ai fait quand j'ai perdu mon amie Catherine, où j'ai pu la rejoindre et je vous ai décrit, je vous décris ce que je vois. Je vous décris les mondes que je traverse. Je vous décris un petit peu comment ça se passe. On va en parler de plus en plus hein, sur la chaîne de ça. Vous êtes nombreux, on est nombreux à connaître les voyages astro. Et c'est très particulier hein, de visiter d'autres mondes. Voilà, mais là il le dit, hein, qu'il n'était qu'un humain ignorant et voué à monter un jour au paradis pour jauger son ignorance. En fait, quand on fait du mal aux autres, quand on est violent avec les autres, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, on se fait du mal à nous-mêmes. Parce qu'on sera tour à tour bourreau et victime. Dans chaque incarnation, on est forcément bourreau et victime. Nous sommes co-créateurs et nous sommes voués du pouvoir d'acceptation aussi. Nous avons le choix d'accepter notre part de responsabilité. Nous avons le choix d'étudier, excusez-moi, je suis en canalisation, donc nous avons le choix aussi de bien vouloir étudier comment fonctionne la vie, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu explorer. On a nos croyances, l'autre n'a pas à nous dire, on doit rester dans l'échange et le partage, l'autre n'a pas à nous dire, il peut nous conseiller. On étudie le conseil, mais il ne peut pas border tout autour de nous pour nous empêcher de vivre nos expériences, pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout du bout du bout du bout. Vous voyez bien qu'à travers cet instant de lecture que j'ai choisi avec les lumineux, on voit qu'il va jusqu'au bout. Et en fait, il se rend compte que l'amour terrestre, c'était très pauvre en fait. C'est pour ça que Rose, elle n'a pas envie de revenir et qu'elle se dépêche de filer à la vitesse de l'éclair. Parce que quand on fait des voyages astro comme ça, quelquefois on visite des mondes encore plus durs, hein, plus difficiles, plus moches. Des fois c'est pas beau hein, les voyages astro. Et l'atterrissage est plutôt particulier. Hein. Mais quelquefois... moi je me souviens, Catherine m'a dit non, tu peux pas. Moi je voulais escalader la barrière, absolument, aller l'aborder, parler avec elle. Non, de toute façon je ne pouvais pas parce que les mondes, quand on va trop loin en voyage astral, nous avons nos anges gardiens qui nous protègent, qui nous accompagnent, hein, surtout, et nos accompagnants spirituels aussi. Il y a des masses d'énergie, c'est transparent, on ne les voit pas, même avec nos yeux astro, et on se cogne dedans. Ça fait comme un ballon, vous voyez un ballon transparent, vous savez ces bulles transparentes où on joue dedans, là, dans des petites piscines, dans les fêtes foraines. C'est un petit peu ça. Et je disais mince, j'y arrive pas. Et boum, 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 je rebondissais, puis au bout d'un moment, c'est comme si j'arrive plus à respirer. Et là, je reviens à toute vitesse, d'ailleurs j'ai rarement de souvenirs du retour. J'ai des souvenirs de tout ce que je vois. Je ne sais pas dessiner, donc ça c'est bête parce que je pourrais faire des dessins. Je dois vous dessiner le drapeau que j'avais vu au fait, hein, en ce qui concerne ce qui se passe chez nos amis. J'ai toujours le dessin dans la tête, hein. Vous inquiétez pas, et j'ai les couleurs. Mais voilà, il nous dit vraiment des choses très intéressantes. Hein. Et une fois, j'avais fait un voyage astral. Mais je vais lui accorder une bulle vidéo puisque j'ai pu échanger avec la personne qui est médium, hein, connue, très connue, qui faisait partie de ce voyage. Et ce jour-là, c'est bizarrement, parce qu'il y avait plusieurs personnes, mais je l'ai reconnue. Et donc je lui ai raconté ce que j'avais vu, puisqu'elle me l'a demandé. Et c'était très particulier, parce qu'en fait on a reçu une dose d'amour et une dose d'enseignement, toutes les deux en même temps. Et 4 ou 5 ans après ce voyage que j'ai fait, on a vécu une expérience toutes les deux. Et elle a travaillé sur le pardon. J'ai trouvé ça fabuleux. Je vais vous faire un instant vidéo sur cette expérience, mais il faut que je lui demande l'autorisation. Voilà.
Je vous dis namasté, je vous laisse sur cet instant de lecture, je lirai vos commentaires. Faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel, de la même manière que ce que vous mettez dans votre estomac physique. Hein. C'est le grand maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, dont je fais les lectures et les canalisations dans Au fil du spirituel. Alors, je ne vous dis pas que c'est des canalisations d'Omraam Mikhaël Aïvanhov, je n'ai pas cette prétention. Je vous dis que c'est des canalisations d'enseignants spirituels, d'enseignants tout court, d'accompagnants qui sont de passage. Des fois c'est les miens, des fois c'est les vôtres, des fois, voilà. Moi, je canalise des lumineux. Je leur demande pas qui ils sont. Quelquefois, ils signent quand c'est des textes écrits. Vous avez très souvent Luc, qui est mon grand philosophe. Hein. C'est pas Luc hein, qui fume. Ah, vous avez remarqué ça. Hein, que j'ai un accompagnant spirituel qui fume beaucoup. Son odeur me dérange. Bon, dernièrement, je ne l'ai pas trop eu. Je l'ai eu il y a quelques temps dans une vidéo de voyance, je crois. Il me semble que c'était la voyance sur le gaz, là, les pénuries de gaz pour l'hiver 2022. Ah, je ne vous ai pas donné la date. Nous sommes, cette fois-ci, je ne me trompe pas, nous sommes le 3 août 2022. Les vidéos sont intemporelles. Et voici pour la vidéo de Bernard Werber, les Thanatonautes, instant de lecture. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs.